Donc, Forum LNH, il y a Luc et Guillaume qui se joignent à nous. Donc, on va y aller avec nos trophées du quart de saison. Donc, on a pris l'habitude, évidemment, de le faire à chaque quart de saison, nos trophées individuels. Et on va commencer avec le Jack Adams. On va commencer tout ça avec Marc-Antoine. Tu as le même choix que moi, donc je vais te laisser y aller. Donc, pour le Jack Adams en ce début de saison. Ouais, ben écoute, moi je l'ai donné à Scott Arnell, qui est l'entraîneur-chef des Jets de Winnipeg. Écoute, comment tu peux aller contre les Jets? Je pense que c'est quand même assez difficile quand tu es premier au niveau de l'avantage numérique, premier au niveau du différentiel, premier dans la ligue, premier au niveau de, évidemment, vu que tu es premier dans la moyenne, là, donc là, j'avais pris une note ici, 8,18 et 818, excusez-moi. Écoute, première saison, c'est pas un gars qui a joué. Il a une saison et demie comme entraîneur-chef derrière la cravate. Il prend une équipe, on s'entend, là, c'est pas une équipe de. Il n'y a pas de star power, comme on pourrait dire en anglais. Il n'y a pas de grande vedette là, dans cette équipe-là. Mais le gardien fait absolument les arrêts. Ils ont une équipe qui est grosse, ils ont une équipe qui se défonce, c'est une équipe de système, c'est une équipe très structurée, les Jets de Winnipeg. Honnêtement, tu regardes un match, puis c'est vraiment impressionnant. Puis tu sais que si tu ne tires pas 35-40 fois contre les Jets de Winnipeg, les chances de l'emporter sont minimes. Parce que c'est une équipe vraiment là, éteignoire. C'est très difficile de rentrer dans la ligne bleue. Une fois que tu as rentré dans la ligne bleue, c'est très difficile d'être premier sur la rondelle. Une fois que tu as le contrôle de la rondelle, c'est très difficile, en anglais, du one and done. Donc, d'amener une rondelle puis d'amener des retours. C'est une équipe très structurée qui box out, qui lève des bâtons puis qui sort la rondelle de sa zone. Puis c'est une équipe qui est capable de garder possession offensivement. Donc, pour la structure, pour les statistiques et pour le côté aussi impressionnant, toujours on pondère la différence entre les attentes qu'on a d'une équipe versus le résultat. Je suis obligé de le donner à M. Scott Arnell. Guillaume, de ton côté, tu t'en vas plutôt du côté des Capitals de Washington pour nommer ton entraîneur-chef de l'année. T'es sur mute présentement, Guillaume. Vraiment, là, Stephen Carberry, il a fait une super bonne job. Là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui voyaient les Capitals un peu où les Pingouins sont en ce moment. Mais non, clairement, là, il y a beaucoup de joueurs qui se sont améliorés sous son aile. On pense à Dylan Strome qui a une super bonne saison. On pense à Connor McMichael aussi, Alexis Protas, puis même Ovechkin aussi, là, avant qu'il se blesse, malheureusement, là, il était sur un rythme sensationnel. Là. Donc, non, il a vraiment fait une bonne job. Puis même Logan Thompson, le gardien, il joue super bien. Il est 9e, si je ne me trompe pas, dans le pourcentage d'arrêt. Donc, non, je pense que le trophée pourrait probablement aller à lui. Là. Et l'équipe est 8e, si je ne me trompe pas, excuse-moi, dans la Ligue nationale. Là. Fait que c'est quand même très bon. Oui, puis on a joué un peu de moins de matchs aussi que certaines formations, donc ça va très bien du côté de Washington. Luc, de ton côté, tu y vas avec l'équipe qui mène actuellement la métropolitaine, donc tu y vas avec l'ancien des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Ouais, puis tu sais, on a souvent posé la question, est-ce que c'est Matthews, Marner, Nylander puis Tavares qui tiraient ce train-là? Puis moi, ce que je voulais voir aussi, c'est est-ce que Sheldon Keefe va être capable de prouver qu'avec d'autres joueurs, il est capable d'amener une équipe à un niveau aussi élevé que ça? Peut-être que devant le filet, oui, ça va un petit peu mieux du côté des Wolves, mais je trouve que cette année, on sent mieux jouer. On sent mieux livrer la marchandise. On est peut-être plus intense également au sein des matchs qu'on dispute. Fait que moi, je pense que Sheldon Keefe, là, avec tous les doutes qu'on y a mis dessus la tête du fait qu'il ne soit pas capable d'amener les Leafs à un niveau supérieur, on n'est pas rendu en série encore, mais je trouve que le fait de rapidement de donner un bon résultat encore une fois à une autre équipe qui est pas nécessairement construite comme le sont les Maple Leafs, je pense que ça démontre aussi comme entraîneur, tu as une belle capacité pour t'adapter selon les outils que tu as dans tes mains aussi. Ça nous fait passer à notre deuxième trophée, le trophée Calder remis à la recrue de l'année. Donc, cette fois-ci, c'est Guillaume qui a la même sélection que moi pour son trophée Calder. Je te laisse y aller, Guillaume, avec Dustin Wolf. Oui, vraiment, là, un autre qui est en mesure de mettre une équipe qu'on ne pensait pas voir où ce qu'elle est en ce moment. Quand même haut dans le classement. Là, on parle des Flames de Calgary, évidemment. Là, sont 2-7-3, sont deuxième dans la Pacifique, ils sont quand même 8e dans la Ligue aussi. Donc, ils ont vraiment un bon début de saison. Puis Dustin Wolf est en partie une des raisons. Tu sais, c'est quand même un gardien qui était pressenti pour prendre la relève de Markstrom. Quand Markstrom allait partir ou que peu importe les Flames allaient se départir de lui.
Mais je pense qu'il y a quand même eu un long développement. Ben, pas un long, mais un petit peu un lent développement. Là. Je pense que ça a pris du temps et tout, même si au niveau des gardiens, ça prend quand même du temps. Là, on voit que c'est sensationnel, là, que le jeu qui joue. Puis, je pense qu'avec le workload qu'il a, excuse-moi, le workload, comment je faisais ça en tout cas. Le travail qu'il fait avec les Flames, si je ne me trompe pas aussi, il est 7e parmi les gardiens avec plus de 10 matchs au niveau du pourcentage d'arrêt. Donc, non, je pense qu'il mérite le Calder. Puis ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas un gardien qui a été recru, qui a été bon comme ça. De mémoire, je pense que c'est Steve Mason, le dernier à avoir gagné le Oh Calder. my Il est God! nominé, par exemple, puis il y avait eu, il y a quelques années, c'était pas Hollinger? C'est possible, il y a eu quelques nominations, mais de mémoire, le gagné, là, ça doit dater de Et on Mason. nous souffle à l'oreille qu'effectivement, c'est Steve Mason en 2008, Ouais. en 2009. Donc, non, effectivement, moi aussi, de mon côté, j'y allais avec Dustin Wolf. La seule hésitation que j'ai eue, j'ai pensé à mettre Macklin Celebrini, mais il a manqué de trop de matchs pour l'instant. Mais je vous garantis qu'à la mi-saison, je suis convaincu qu'il va être mon numéro 1. Il connaît tellement un bon début de saison. Pour les matchs qu'il a joués jusqu'à maintenant, c'est tout un phénomène à un si jeune âge. De votre côté, Marc-Antoine, Luc, vous avez le même choix. Je vais te laisser y aller, Marc-Antoine. Lane Hudson, donc du Canadien pour le trophée Calder. Ouais, écoute, Celebrini, extraordinaire choix. J'ai regardé 5 matchs où j'ai toutes ses présences, fait que c'est pas un mauvais choix. Wolf, je ne vous cacherai pas, comme on dit en anglais, je me suis fait avoir dans mon angle mort. Je me suis fait blindsidé par ce choix-là parce que je te dirais c'est vraiment à égalité. Donc, si je ne dénigre pas les autres choix. Pourquoi Lane Hudson? Ben écoute, je te dirais qu'il y a beaucoup de matchs que tu regardes le Canadien, puis c'est le meilleur joueur et de loin, Lane Hudson. Donc, ce n'est pas un choix de cœur, ce n'est pas un choix de statistique. C'est un choix que quand tu regardes un match, tu ne peux pas le manquer. Celebrini, ce ne sera pas Eklund qui va être meilleur, même s'il y a une très bonne saison en passant, William Eklund. Oui, tu le remarques, mais le Canadien a quand même Suzuki qui pourrait être meilleur, quand même Slavkovski qui pourrait être meilleur, quand même Kirby Dack qui pourrait être meilleur, quand même Cole Caulfield qui pourrait être meilleur. Écoute, selon moi, c'est le meilleur défenseur du Canadien et dans la plupart des matchs, il est dans le top 2, top 3 des meilleurs joueurs du Canadien. Je ne comprends même pas qu'on vienne tout juste d'y donner le premier avantage numérique. Imagine le nombre de points qu'il y aurait si c'était lui sur le premier avantage numérique. C'est extraordinaire ce que ce gars-là est capable de faire. Puis, tu sais, souvent, on a un regard très sur Montréal, puis là, tu écoutes des insiders parler, puis ils ont 32 équipes à couvrir. Bien, dans l'entourage de la Ligue nationale, tout le monde capote sur Lane Hudson, puis n'en reviennent pas qu'en 62e rang, on a eu un gars comme ça. Donc, je te dirais, c'est vraiment un choix plus, tu sais, on dit souvent en anglais le high test, là, donc regarder les matchs, puis c'est qui a l'air de mieux jouer, qui est plus utile à son équipe, qui a un plus grand impact. Puis je te dirais, pour moi, c'est vraiment Lane Hudson dans ce premier quart de saison. Intéressant. Ça nous fait passer au troisième trophée, le trophée Vézina, donc remis au meilleur gardien. Donc là, on est plusieurs à avoir le même choix. Guillaume, tu as Connor Hellebuck comme moi également. Donc, effectivement, le bon début de saison des Jets, c'est le Connor Hellebuck qu'on a vu la saison dernière ou la saison également il y a quelques années qui avait remporté son premier Vézina. C'est sûr, la question, ça reste de voir pour lui en série si ça ne pourra pas mieux aller cette année. Mais le trophée concerne la saison, il fait partie de l'élite. Donc, Connor Hellebuck et notre choix, Marc-Antoine, de ton côté, c'était Connor Hellebuck. Ouais. Également. Luc, tu as une petite différence de ton côté, petite surprise. Tu y vas du côté des Maple Leafs. Je ne pensais jamais voir un gardien des Maple Leafs être nommé pour le Vézina d'un des membres de l'équipe. Ça va bien? Moi non plus, je pensais jamais que ça allait arriver. Fait qu'on est 4 surpris. Dans un, je ne voulais pas y aller avec Hellebuck. C'était un choix facile. J'ai dit tout le monde va prendre Hellebuck. On va y aller avec la logique. Je trouve que c'est Anthony Stolarz. Pourquoi? Écoutez, c'est un gardien qui techniquement devrait être numéro 2, mais avec une défensive qu'on se tape sa tête tout le monde au balado depuis des années pour dire que la défensive des Leafs est archi affreuse. De voir un gardien de but qui a une moyenne de buts accordés en dessous de 220, qui a un pourcentage d'efficacité de plus de 920, qui a disputé 12 matchs, qui a dû compenser pour l'absence de Joseph Wolf une bonne partie. J'ai pas le choix d'y aller avec lui. Est-ce que c'est un choix logique? Puis, si mettons, est-ce que c'est un choix vedette ou qui te vient automatiquement en tête? Non. Mais j'ai pas le choix de dire qu'il a grandement aidé les Leafs depuis le début de la saison. Puis même contre Montréal, il m'a surpris. T'sais, on se rappellera le match d'ouverture. Oui, les Leafs sont perdus, mais il avait quand même réussi à faire des gros arrêts en partant dans le premier match de la saison contre Montréal.
Écoute, est-ce qu'il peut maintenir la cadence? J'en ai aucune idée, je pense pas, parce qu'il n'a jamais eu vécu vraiment le rythme de gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai pas le choix de te dire que s'il n'est pas là, les Leafs sont vraiment dans le caca aussi. Là. Fait que moi, je garde Anthony Stolarz. Intéressant. Donc, ça sera à voir s'il pourra maintenir le rythme lors du deuxième quart de saison et par la suite durant la deuxième moitié de saison également. Pour ce qui est du Norris, on a encore une fois, moi, Guillaume et Marc-Antoine, le même choix avec Kel Makar. Donc, Marc-Antoine, je te laisse être notre porte-parole pour ce choix qui était pratiquement unanime, sauf Luc, qui a une petite différence encore une fois. Ben, tu sais, c'est sûr que tu regardes Makar, puis c'est le meilleur, selon moi, défenseur, point. Tu sais, dans le sens, tu enlèves les points, tu enlèves le jeu, tu te regardes des games, tu fais « Ah, c'est le meilleur ». Pour moi, il est dans la ligue de McDavid et McKinnon. Fait que c'est un excellent défenseur. Et c'est un gars qui doit quand même générer de l'attaque parce que tu regardes le 3e et 4e trio de l'Avalanche, puis tu te dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Landeskog n'est pas là. Puis Nichushkin vient tout juste de revenir du système de santé, pas de santé, ben en fait, le programme d'aide aux joueurs. Oui, programme d'aide aux joueurs. Bon, voilà. Donc, il fallait quand même qu'il produise. Il y a une seule affaire qui m'achale. Il est -2. À part ça, là, je vois pas de défaut à ce gars-là. Il est dans le top 10 des meilleurs pointeurs de la Ligue. Un défenseur qui est dans le top 10 et qui est aussi bon défensivement, je vois pas comment on pourrait passer à côté. Là, puis je pense que si on demandait tout de suite là, aux journalistes qui votent pour ça, là, qui c'est qui devrait aller premier, je pense qu'on serait à 95% là, avec Makar. Puis à tous les années, c'est le favori. Fait que quand tu fais des points en plus puis que ton équipe est amoindrie en plus, ben tu as beaucoup de munitions pour le gagner, là, le fameux trophée. Si 95% des gens votent pour Makar, le 5% restant, Luc doit voter pour qui? Je sais pas, on pourrait faire un guess who autour de la table. Quel est ton choix? Mon jupon dépasse, Josh Morrissey. Oh là 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 là. De l'air surpris, Marc-Antoine. C'est parce qu'à tous les années, tu me le nommes, puis je regarde les games, puis il est bon, là, mais c'est pas Makar, là, puis c'est pas Hughes, puis c'est pas Yosi, puis c'est pas... Ce n'est pas un défenseur qui est explosif. C'est un défenseur que moi, personnellement, j'aime la façon dont... Hein? T'adores. Ben, tu sais, je comprends que ça prend un défenseur offensif, puis c'est beau, puis ça chaîne, puis c'est wow. Mais quand il est capable de frapper aussi, mais tu sais, un bon bœuf de 6 pieds 2 ou un 6 pieds 4 de l'Ouest, là, Il est pas qui est 6 il est 6-2. Un 6-2 généreux, mettons. Ouais, OK, il est 6 pieds. Mais tu sais, il n'est pas mobile, il n'est pas offensif comme Kel McCall ou Quinn Hughes ou Werenski. Mais c'est de la façon dont il se comporte dans sa zone, qui est capable d'amener le jeu physique, qui est capable de juste une première passe. Tu sais, je comprends que la notion de défenseur va changer dans les prochaines années, puis est en train de changer dans le sens où est-ce que c'est comme faut voir un défenseur étoile comme étant un 4e attaquant qui se porte à l'attaque. Mais pour moi, un défenseur, ça doit être excellent dans sa zone défensive. Je trouve qu'il est excellent dans sa zone. Je trouve qu'il amène un peu d'attaque. C'est pas trop. Je trouve que c'est juste bien calibré. Puis, tu sais, moi, je trouve qu'il fait partie de la classe où est-ce que quand tu joues plus que 22-23 minutes par match, tu es dans une catégorie où est-ce que si tu ne chaînes pas, puis tu ne fais pas des jeux wow durant un match, tu es là. Puis je m'excuse, mais à 24-30 en moyenne de temps de jeu par match, même si tu ne chaînes pas, c'est parce qu'à quelque part, il faut que tu fasses quelque chose d'excellent, puis que ton entraîneur trouve que tu fais chaque petite chose correctement sur la glace. C'est pour ça que Josh Morrissey, parce que j'y ai pensé, est-ce que je donne la carte à tout le monde, puis je fais plaisir, puis je prends mes corps? J'ai dit non, je vais y aller avec un autre défenseur que moi, demain matin, qui va peut-être coûter un petit peu moins cher, mais pour moi, ça doit être ça, un Norris. C'est un défenseur qui va faire bien le travail de façon excellente dans les deux sens de la glace. Puis en plus, il me coûte un petit peu moins cher que 100 points par année, mais qui me permet de me rendre à des tours suivants, ben c'est ça que je veux comme défenseur aussi. Intéressant. Puis ce qui est le fun, malgré cette petite dispute sur le choix du Norris, vous avez le même choix, les deux, pour le Hart cette année. Donc, Luc, je te laisse commencer cette fois-ci. Quel est ton choix pour le trophée Hart? Je pensais jamais dire ça de ma vie, mais il faut dire qu'on a passé proche de l'avoir à Montréal, semble-t-il, comme joueur autonome avec restriction. C'est Martin Necas. Je ne m'entendais jamais à connaître une aussi grosse saison que ça cette année. Puis je le mets Hart
parce qu'au début de la saison, les Hurricanes, je les voyais pas. Moi, je pense que c'est une équipe qui est plus de calibre 4e as, ou même à la limite des séries cette année parce qu'ils ont perdu beaucoup de morceaux. Puis, à un moment donné, tu arrives que ta fenêtre se referme. Mais vraiment, Nekash est tout simplement exceptionnel depuis le début de la saison, mène au chapitre des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Je ne l'ai pas vu souvent jouer. Marc-Antoine va certainement l'avoir vu 46 fois plus que moi. Mais je trouve qu'il est très impressionnant et il est l'une des principales raisons pour laquelle les Hurricanes, présentement, sont dans le top 3 de la métropolitaine aussi. Marc-Antoine, veux-tu ajouter? Parce que c'est quand même effectivement un choix surprenant. Là. Personne n'aurait prédit nommer Martin Necas prétendant au Hart au quart de saison. Ben, il joue avec Jack Drury. Fait que faut être un bon joueur de hockey. Puis, tu sais, moi, je pensais que ça allait être un joueur de centre, puis là, il joue à l'aile. Puis, c'est très rare. En anglais, on dit driver un trio. Lui, il drive le trio, puis il est à l'aile. Je trouve ça extraordinaire. Tu sais, son père chialait pour l'avantage numérique. Il joue sur l'avantage numérique, puis il produit. Ils sont pas loin de 30%, les Hurricanes. Ils sont dans le top 5 de la Ligue. Tu sais, je veux dire, oui, OK, AO, moi, personnellement, je trouve qu'il y a une bonne année. Je sais qu'il y a certains analystes qui trouvent qu'il n'y a pas une bonne année. Moi, je trouve qu'il y a une bonne année. Écoute, Netchas, tu le regardes aller, il est à égalité avec McKinnon. Là. Moi, j'essaie juste de prendre celui qui aide le plus son équipe. Oui, McKinnon aide son équipe, mais Makar, pour moi, c'est le dieu des défenseurs. Fait que quand tu joues avec le dieu des défenseurs, on coupe comment dire, l'impact en deux. Lui, là, il n'y a pas un équivalent. Je l'aime bien AO, mais AO n'est pas McKinnon. Slavin n'est pas Makar. Donc, c'est vraiment lui là, c'est vraiment le leader de cette équipe-là offensivement. Puis habituellement, les joueurs qui ont des grosses années, c'est juste avant de signer un contrat. Lui, c'est post-contractuel. Fait que moi, je trouve ça vraiment super. Puis tu sais, Brod Brennamour était dans mon choix là, pour le Jack Adams. Parce qu'à un moment donné, je me dis, quand Jack Drury est ton deuxième centre, Ross Lovitch joue sur ton premier trio, puis que t'es pogné avec un Kotkaniemi dans ton bottom six, ben, c'est un joueur de troisième trio. Ben, habituellement, un troisième trio doit générer de l'attaque. Je me dis, waouh, ça, c'est vraiment impressionnant. 35 points en 21 matchs. C'est vraiment lui, d'après moi, qui aide le plus son équipe parce que sans cette production-là, je pense qu'on aurait assisté à une dégringolade assez tardive pour les Hurricanes. Guillaume, de ton côté, tu y vas avec un nom qu'on a mentionné, Nathan McKinnon, donc un deuxième Hart de suite pour McKinnon selon toi. Oui, clairement. Moi, autant que j'hésitais aussi avec Nekash, là, parce que clairement, il surprend tout le monde. Tu l'as dit au départ, là, personne ne le voyait en tant que candidat au trophée Hart au cours de la saison. Mais tu sais, McKinnon, c'est aussi le high test, comme on dit en anglais, la manière que tu vois comment il joue. Qui drive la game. C'est vraiment quelqu'un qui peut changer la game, un game changer, comme on dit bien. Puis, non, il y a vraiment une bonne saison. Puis, tu regardes la profondeur que Colorado a, puis c'est pas tant que ça. Là, je veux dire, oui, il y a Rantanen qui l'aide beaucoup. Il y a quand même aussi top 10 ou top 5 dans les points. Mais mis à part ça, on a déjà vu McDavid gagner des Hart quand même que Draisaitl, il produisait pareil. Là, donc, je pense pas que c'est tant une raison. Puis au niveau de Makar, c'est sûr qu'il aide aussi, lui, à driver, à amener l'attaque, à vraiment installer un système et tout. Mais je pense que si tu enlèverais McKinnon, puis tu laisserais juste Rantanen, puis Makar, puis avec toute l'autre équipe, je pense pas que ce serait la même chose. Là. Donc, pour moi, c'est vraiment un joueur qui fait la différence dans son équipe. Puis, je trouve qu'il mérite encore cette année de le gagner. Intéressant. J'ai également un choix différent. J'y vais avec Kirill Kaprizov pour ce premier quart de saison. Le Wild, qui personne ne voyait connaître une excellente saison, une fiche de 13-4-4. Il a déjà, depuis le début de la saison, 12 points d'avance sur son plus proche coéquipier. Il est à plus 15, c'est le 4e rang parmi tous les attaquants de la Ligue nationale de hockey. Il a vraiment une saison exceptionnelle et comme on le voit, c'est pas seulement des points sur l'avantage numérique, il ne fait pas juste récolter des points à partir de ses coéquipiers. Donc, il drive cette équipe-là et leur permet de connaître une saison surprenante. Donc, pour moi, Kaprizov, qui est aussi un allié, donc on a seulement Guillaume qui est un joueur de centre, ce qui est assez surprenant pour le trophée Hart. Mais j'y vais avec Kaprizov pour mon trophée Hart de ce premier quart de saison et j'ai bien hâte de voir si tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui va être complètement différent dans quelques semaines pour le bilan de mi-saison également.